Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et merci pour la force que vous donnez aussi en partageant, en likant, en commentant. C'est important. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, n'oubliez jamais de laisser un like. Hein? Installez-vous. On va commencer avec la première histoire. Salut encore DMG. Je te renvoie encore une autre histoire. C'est pas quelque chose de nouveau. Je suis vraiment très passionné du paranormal, des histoires mystiques. Je suis vraiment passionné de ça et j'en ai aussi parlé à mon père. On a eu aussi un débat là-dessus. Et c'est de là qu'il m'a aussi expliqué une de ses expériences paranormales, si je peux dire. Il m'a aussi expliqué son expérience. C'était au moment où il finissait sa formation militaire. Vous voyez, donc il a fini sa formation militaire et après quelque temps, on l'a affecté à une caserne. Et quand on l'a affecté à une caserne, bon, il était le tout nouveau et il ne connaissait presque personne là-bas. Et une fois, il disait qu'il allait au marché, il partait faire ses courses pour prendre ses condiments et autres. Et de loin, il a reconnu un de ses anciens promotionnaires. Et quand il a reconnu son ancien promotionnaire, il a interpellé et le monsieur s'est retourné. Et quand il s'est retourné, il a commencé maintenant à faire signe à mon père de le suivre. Est-ce que vous voyez? Il a commencé à faire signe à mon père de le suivre. Donc c'est là que mon père a commencé à le suivre pour voir justement où il l'amenait. Donc il le suivait, il le suivait, il le suivait, jusqu'à arriver à un moment où il est tombé sur un... Vous voyez les gens du nord, le nord du Burkina Faso, ils sont en turban et tout ça. Il est tombé sur un monsieur. Le monsieur il a arrêté mon père, il a dit mais tu vas où? Il dit non, ok, c'est son promotionnaire qui dit de l'accompagner, qui dit de le suivre. Le monsieur lui a dit retourne chez toi, fais ce que tu as à faire d'abord et tu retournes chez toi, mais ne le suis pas. Voilà, retourne dans ta caserne, je sais que tu es un homme de tenue, retourne dans ta caserne, mais ne le suis pas. Bon, c'est là l'instinct de suivi de mon père a pris le dessus. Et il a écouté cet homme et il est rentré chez lui. Donc, en allant chez lui maintenant, bon, il a croisé certains militaires aussi de la caserne. Donc, c'est là qu'il a dit aux autres de la caserne que mais quelque chose de bizarre s'est passé, qu'il a croisé, bon, je vais donner un nom d'emprunt, qu'il a croisé Jérôme. Voilà, qu'il a croisé M. Jérôme et Jérôme lui disait de le suivre quelque part et puis bon, voilà quoi, il y a un monsieur qui l'a dit de rentrer chez lui, non, qui n'a pas pu le suivre pour voir où Jérôme partait. C'est là les autres disent, mais Jérôme quoi? De quel Jérôme tu parles? Il a dit, mais le promotionnaire avec lequel ils ont fait la formation militaire, tout ça là. C'est là les autres leur ont dit, mais donc tu n'étais pas au courant, Jérôme il est décédé. Il est décédé il y a quelque temps, il est mort d'un accident. C'est là mon père a compris qu'en fait, c'était un revenant qui suivait. Donc voilà, une grâce qu'il n'a pas suivi jusqu'à là où M. Jérôme l'a mené. Donc voilà, c'est l'expérience personnelle qui m'a expliqué. Voilà. Donc je tenais à partager ça avec la communauté aujourd'hui. Bonne suite. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Likez, commentez, partagez, invitez plus de gens à vous joindre. Vraiment, ça fait agrandir la communauté et surtout sensibiliser tous ceux qui écoutent des histoires de DMG. Voilà. Moi, c'est mon nom sur TikTok et je suis camerounaise, je réside à Manchester. L'histoire que je vais partager ce soir avec vous, c'est une histoire qu'une amie qui était en vacances au pays m'a racontée quand elle est rentrée.
Le pays est mauvais au DMG. Le pays est mauvais. Elle dit elle est arrivée au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une dame qui revenait. Apparemment, une dame revenait du marché. Et elle était rendre visite dans un quartier. Et ça s'est passé dans ce quartier-là. Une dame revenait du marché. Elle est arrivée au carrefour et elle voulait emprunter le Bensikin, donc les motos de tous les jours là. Voilà. Comme les routes sont bizarres là-bas au pays là. Elle voulait prendre la moto. Elle arrive, elle remarque comment le Bensikineur jette ses clés au sol. Et il dit, madame, vous pouvez ramasser les clés là pour me donner. La femme a trouvé ça bizarre. Comment il jette ses clés au sol? Il me demande de ramasser, de lui donner. La dame refuse. Lui, du coup, il insiste que la dame doit ramasser. La dame dit que quelqu'un jette ses clés au sol. Il me demande de ramasser. Je ne ramasse pas. Il dit que non, vous allez ramasser. La dame dit que il insiste. Si la femme n'avait même pas vu comme il avait jeté là, ça passait. La dame dit que je ne peux pas ramasser les clés. Pourquoi tu jettes tes clés au sol et tu me demandes? Elle commence à... Et puis ça attire l'attention d'une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et les gens se retournent et puis on dit que mais c'est comment la foule commence à arriver. On dit non, non, tu vas ramasser tes clés. Tu vas toi-même ramasser. Tu connais le pays, non, DMG. Comme quand quelque chose est bizarre là, tu vas ramasser. La police était quelque part où ils étaient venus intervenir, non. Ah, on a fait appel à la police. Les policiers aussi sont arrivés. Ils ont dit que mais, puisque ce sont tes clés, non, papa, ramasse seulement. Pourquoi tu veux à tout prix que ce soit la dame? C'est la dame qui a jeté tes clés. Et même c'était elle qui avait jeté. Ce sont tes clés. Donc ramasse tes clés tout simplement. Le gars dit non, c'est la dame qui va ramasser. Ah, on dit que tu vas que ramasser les goudins. Les policiers calment les gens, on dit que tu vas ramasser. Le gars s'est baissé. Il a ramassé les clés. Pap! Une moto, un Bensikin neuf était posé là-bas devant, qui s'est transformé en Bensikin DMG. Le gars s'est transformé en Bensikin. C'est que les Bensikineurs là ont leur lieu d'attaque, non? Donc c'était un endroit où il attaquait tous les jours. Donc les gens le connaissaient. Oh, on cherchait sa famille, oh, comment ça a commencé, oh, et tout ça. N'est-ce pas, les Bensikineurs connaissaient sa maison. Les gens se déversent chez lui. On arrive, on trouve sa femme. On commence à poser des questions à sa femme. Donc, c'est dans le quartier là que ma copine était allée rendre visite. Quand les gens sont arrivés là-bas. Donc, il était là. Les gens se déversent là-bas. Et puis, on demande à sa femme. Sa femme dit que mais c'est vrai que mon mari est devenu bizarre. Depuis un certain temps, il est bizarre. Il a trop changé. Dans la maison ici, je ne peux même pas mettre un mot. Et en plus, même, il y a une chambre ici qui m'a dit de ne pas... Comment il fait le ménage dans toute la maison? La chambre là est fermée à clé. C'est lui seul qui fait. Je ne connais même pas ce qu'il fait là-bas. On dit que nous, on va seulement casser. La femme se dégage de la route que passait, aller casser, non. Les gars sont entrés, ils sont allés. Ils ont cassé la porte. DMG. Dans la pièce là. Il y avait une moto neuve, nyang nyang. Comme on dit souvent là. Il y avait 3 cercueils. Dans le premier cercueil, il y avait le corps d'une femme décédée. Dans le deuxième cercueil, le monsieur de la maison, le propriétaire de la maison, non, celui qui a ramassé les clés là, le Bensikineur qui demandait à la dame de ramasser les clés, donc lui-même là, dans le cercueil chez lui. Le troisième cercueil était vide. Les gens ont crié, DMG, les gens ont crié. Imagine si la femme l'avait ramassé les clés là. Elle se transformait en moto. Donc sûrement, la première moto là, la moto qui était dans la chambre chez lui là,
C'était peut-être la moto de l'autre femme qui était dans le cercueil là. Ou c'est, je ne connais même pas. Vraiment, je spécule seulement. TMG, je partage cette histoire, c'est pour sensibiliser la population d'être vraiment vigilante. La population doit être vigilante quand on prend les bensikins là. Que ce soit même le taxi. D'être vigilant et faire attention. Le dehors est gâté, pourri. Vraiment, chacun avant de sortir chez lui, non. Il prie. Il prie. Parce qu'il faut faire vraiment attention. Bon, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuité et bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMJ. Je commence par interpeller toute la famille DMG de partager, de liker et d'encourager, de laisser des notes afin d'encourager ceux-là qui racontent des histoires et contribuer. Voilà, j'ai une petite histoire. Bon, moi je te suis depuis novembre déjà. Novembre jusqu'à présent, j'écoute, je prends un plaisir à écouter. Et la petite histoire, c'est, je me la rappelle, j'étais bien plus jeune, là plus de 18 ans déjà. C'est une petite histoire qui m'a appris beaucoup de choses. Bien plus tard, vous comprendrez. Bon, j'ai un cousin qui, une fois, il y a 18 ans, avait une copine. Bon, je le rencontre un jour, il a une copine, on sympathise. Un mercredi et puis vendredi, il me dit la copine la copine tient un restaurant et comme ça, on va aller faire un tour. Vendredi, on arrive là-bas. Et puis, je me rends compte que la gérante de son resto, c'est une fille, une jolie fille. Au Cameroun, on se met à... On bavarde, et puis je la séduis. Comme tout jeune, elle était jolie. Et puis, 2-3 jours après, on était déjà ensemble, quoi. Ça allait vite puisque c'était la copine à la copine de mon cousin. Donc, ça n'a pas tardé. Voilà, on s'est vu quelques fois. Bon, c'est une histoire qui a fait à peine 2 semaines. Bon, on a couché ensemble 1-2 fois. C'était la période de décembre. Fin novembre, début décembre. La 4e fois qu'on se voit, là, on avait l'habitude de se voir chez mon cousin en question. Tu vois. Donc, un soir, une nuit, on passe la nuit ensemble. Je couchais comme d'habitude, autour de 3 heures du matin. Tu vois, je suis couché, je ressens que quelqu'un me tapote. Elle me tapote plusieurs fois. Je me réveille, je la vois, elle est assise sur le rebord du lit. Elle me dit, je veux te parler. Je sors du sommeil, je ne comprends rien. Elle me dit, et je veux te parler, je veux pas que tu te fâches, je veux pas que tu aies peur. Je comprends rien. J'étais dans mes 18 ans par là. Donc, je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, d'un coup, mon esprit me dit, mets-la en confiance, tu vois, elle attise ma curiosité. Je me mets à lui dire, parce qu'elle a hésité pendant près de 15 minutes, je la mets en confiance. Je lui dis, non, il n'y a rien, tu sais, et tout, je suis là pour toi, et tout. Et puis elle me sort, parce que là, on était en dessin, elle me sort, elle me dit d'abord, je sors la nuit. Bon, ça fait d'abord, boum, mon cœur commence à battre. Et jusque-là, je joue les gars tranquilles. Je sens qu'il y a quelque chose de louche, mais c'est la nuit, qu'est-ce que je vais faire? Je la mets toujours en confiance. Elle me dit, en réalité, elle me sort encore une fois, je vais à la sorcellerie, mais je ne mange pas les gens. Je suis sur le coup d'abord, le deuxième choc, mon cœur se met à battre. Mais aussi, je garde mon calme, tu vois. Il y avait de la peur, mais quelque chose me disait, garde ton calme, parce que si ça capote là maintenant, tu sais même pas ce que tu vas faire. Je continue à mettre en confiance, il y a quoi? C'est là où il me dit, nous sommes en décembre et les gens de ta famille te dérangent et je t'ai défendu. Waouh! Sur le coup, tu vois, moi j'avais peur, j'étais dans mes 18-19 ans, moi j'avais peur et tout. J'ai fait semblant de ne pas avoir peur, je l'ai remercié, je lui ai dit, ouais, comme tu sors, comme tu vas en sorcellerie, mais tu ne manges pas, tu défends seulement les gens, je suis content que tu m'aies défendu et tout. Et le matin est arrivé, je l'ai mise dans le taxi, j'ai donné son argent de taxi et j'ai fondu dans la nature.
on ne s'est plus jamais vu. Elle a essayé de m'appeler un moment parce que je l'avais bloqué, passé par mon cousin. Puis jamais, mon cousin ne savait pas ce qui se passait, seul elle et moi. Mais j'avoue que la morale vient peut-être 8 ans plus tard, 5 ans, 8 ans plus tard, quand je me rends compte que Dieu utilise même les sorciers. Il utilise qui il veut pour te sortir d'une situation, tu vois. C'est quand je l'ai compris, j'ai rendu grâce à Dieu, je me suis mis à genoux et vraiment c'était quelque chose. Donc la morale dans l'histoire, c'est rester en prière. Ayez foi en Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, quelle que soit l'obédience. Moi, je suis chrétien, j'étais mon ancien séminariste, mais j'étais perdu un peu dans le monde. Mais c'est plus tard que j'ai compris que Dieu a utilisé une main noire pour me sortir de quelque chose que j'ai pas compris sur le coup, mais c'était plus tard. Alors, c'était ma petite histoire. Et de ce pas, j'encourage le reste à demeurer en prière, prier, compter sur Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et il y a des sorciers qui vous défendent la nuit, vous ne savez pas. C'est la main de Dieu, pour rien. Un sorcier peut te défendre parce qu'il lui s'est dit, il va te manger l'année prochaine, il ne veut pas que quelqu'un d'autre te mange. Mais en principe, c'est Dieu qui le met au milieu. Parce que lui-même, à la fin, ne pourra pas te faire du mal. Donc, c'était ma petite histoire. Porte-toi bien et bonne continuation à la famille DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Alors, bonjour DMG, bonjour à la communauté, bonjour à tous. Comme je t'avais dit, je suis tellement busy. Mais je te suis tous les jours. Des fois, quand je conduis, je vais travailler ou quand je rentre, je mets toujours pour ne pas que je sois en retard. Alors, je vais, comme je t'avais dit, j'ai tellement d'histoires, mais c'est le temps qui me fait défaut. Je vais quand même raconter une. Comme d'habitude, c'est toujours des choses que moi-même j'ai vécues. Alors, j'avais, je crois, 11 ans, 12 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 39. Je m'appelle Floride Massamba, je suis de Congo-Brazzaville. Une fois, j'étais chez mes parents, à l'âge de 11 ans, 12 ans. J'allais normalement me laver, je rentre dans ma chambre. J'étais déjà en service, je crois que j'avais oublié quelque chose. Je suis reparti dans ma chambre. Je dormais avec mon frère. Et bon, je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là. Bon, la porte était claquée comme ça, et puis bon. Ça, c'est ce qu'on m'avait raconté, que j'étais tombé, j'étais tenté de baver, donc j'étais là par terre. Et après, on m'a emmené à l'hôpital, au CHU. Donc avant de m'emmener à l'hôpital, ma mère, bon, ça c'est ce qu'on m'a toujours expliqué, qu'on m'a cherché dans toute la maison, on m'a pas trouvé. Et c'est quand ils sont venus dans la chambre était bloquée, ils ont défoncé, ils m'ont trouvé par terre, en train de baver. Et après, ma mère a accusé mon frère de m'avoir porté main et tout. Mon frère a dit, mais c'est pas moi, je n'ai rien fait, je ne l'ai même pas vu. Ils m'ont soulevé, ils ont pris le taxi. Et pendant ce temps, mon père était là, il était plus tranquille. Ma mère m'a prise, m'a soulevé, m'a mis au dos. Comme d'habitude, elle est d'abord allée à la prière. Ils ont fini de prier, après on est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'étais hospitalisé, j'ai fait, je crois, 2 jours. Hein. Mais j'étais encore dans le coma, je ne m'étais pas réveillé. J'ai fait, je crois, 2 jours, j'étais dans le coma. Mes grands-parents sont même venus et tout. Et je me suis réveillé, on m'a ramené à la maison. Bon, tout s'est passé comme ça devait se passer. Mais moi-même, je ne me rappelais pas de ce que j'avais vu. Mais je savais que j'étais tombé. D'après ce qu'on m'avait expliqué, j'avais compris ce qui s'était passé. J'ai essayé de rassembler un peu le puzzle. Mais à cet âge-là, j'avais 11 ans ou 12 ans. Et je vais vous dire, c'est en 2016, j'avais 32 ans. On est venu me montrer le visage de la personne que j'avais vue dans ma chambre. Donc, cette présence-là et moi, il y avait tellement eu répulsion et c'était une pression vraiment forte. Et du coup, j'avais fait la crise. Donc, au fur et à mesure que je grandissais, on me montrait, ça passait comme des flashs dans mon cerveau en fait. On me montrait d'abord les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre,
Et au fur et à mesure, et c'est en 2016, pendant que mon petit frère était sérieusement malade, que j'ai perdu, qu'on vient me montrer vraiment le visage de cette personne. Et la personne, c'était qui? C'était mon propre père. Donc mon père était là avec des cornes sur la tête. Je tiens à préciser que mon père, c'est un rosicrucien. C'est quelqu'un qui est sorti de la Grande Loge de Paris. Et moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me foutre là-bas. Ben, quand vous allez signer des contrats, après, il faut les assumer. Et donc, du coup, et quand je vois ça, déjà que je savais que mon père était dans des choses un peu bizarres, non pas un peu, des choses bizarres, parce que moi je n'adhère pas à ces choses-là. Et je n'accepte pas ça aussi, parce que pour moi, ça, tout ça, c'est de la sorcellerie. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, sur toute l'étendue de la planète Terre. C'est le nom de Jésus, le nom de Dieu. Donc, la morale ici, c'est que on vit dans des familles où il y a plus de liens de sorcellerie que le vrai lien d'amour. Le père qui te donne la vie, donc il te considère comme un mouton ou encore un coq. Il attend que tu puisses grandir depuis le mois de janvier jusqu'à décembre pour te bouffer, quoi. Et le plan, c'était ça. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai été sacrifié depuis le bas âge. Donc vraiment, mes frères, mes sœurs, dans la foi, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, faites attention à tout ce qu'ils font sur vous. Tout ce qu'ils disent sur vous, il faut observer, il faut avoir les capacités requises pour réfléchir dans le bon sens. Que ce qui se passe là, c'est bien, ce qui se passe là, c'est pas bien. Parce que les conséquences, ça se paye tôt ou tard. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. Oui, bonjour DMG. J'ai encore une dernière histoire pour la journée. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vécue. Ça ne me concerne pas directement, mais c'est arrivé à une personne que j'aimais beaucoup. Donc, un jour, ma mère vient chez moi, elle me présente un monsieur et elle me dit qu'elle allait se mettre en couple avec ce monsieur. Donc, moi, je suis un peu méfiante parce que, bon, mais comme maman, comme elle me disait souvent que comme toi, tu vois les choses, tu scannes les choses, hein, tu peux peut-être me dire si c'est bon ou c'est pas bon. Donc, je prends la peine quand même d'étudier le monsieur. C'était quelqu'un qui était très, très gentil. Mais j'avais détecté quelque chose chez ce monsieur. Et donc, j'avais fait part à ma mère. Je dis, ce monsieur a la mort qui plane sur sa tête. Et maman ne comprenait pas au début. Et puis, elle n'osait pas trop poser des questions. Puis, un jour, je fais un repas. Je les invite chez moi. Pour mieux connaître le monsieur et pour vraiment, voilà, pour qu'on passe un moment ensemble. Parce que je l'avais vu 2 ou 3 fois comme ça en passant. Et puis bon, quand je voyais cette chose-là sur lui, je comprenais pas trop. Donc en fait, c'est une chose qui m'était déjà arrivée de par le passé de voir ça. Et que j'ai détecté ça chez le monsieur. C'est-à-dire que des années auparavant, il y avait une personne qui côtoyait ma famille. À chaque fois que je voyais cette personne, je voyais que cette personne avait une autre personne qui la suivait. Et quand je disais ça, j'étais jeune à l'époque, je disais à la personne, mais c'est qui te suit? Vous êtes venus deux, mais pourquoi l'autre reste dehors, toi tu rentres? Donc c'était chez mes grands-parents. Et c'est ce que j'avais détecté chez le compagnon de ma mère. Donc ce monsieur-là, quand il arrive, en fait, quand il rentre dans ma maison, je vois qu'il y a quelqu'un qui reste dehors, mais qui ne rentre pas. Au début, je croyais que c'était le chauffeur. Et je lui dis, mais pourquoi tu as laissé ton chauffeur dehors? Il peut rentrer. Et le monsieur me dit, mais non, mais c'est vrai que j'ai un chauffeur, mais le chauffeur n'est pas venu avec moi, je suis venu seul. Et en fait, il me regardait, commençait à me regarder, il avait peur. Puis ma mère rigole, on était à table comme ça, ma mère rigole, elle dit, mais non, mais ma fille, en fait, elle voit des choses. Et le monsieur dit, ah bon, tu peux voir des choses comme ça, là, la journée comme ça, mais sans même entrer en consultation. Ma mère dit, oh là là, méfie-toi de ne rigole surtout pas avec elle parce qu'elle
Elle disait ça comme ça pour le mettre un peu à l'aise. Ouais, elle fait des choses, mais bon, ça dépend. Et le monsieur, bon, on mange. Après le repas, après il me dit, il me dit, ma fille, je peux vraiment te parler? Je dis oui. Il me dit, mais ce que tu as vu tout à l'heure là, comment tu vois ça? Je dis, mais moi, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un monsieur costaud comme ça, qui vous suivait vraiment et tout. Je dis, ah, mais en fait, j'ai quelque chose à te dire. Puis le monsieur me raconte qu'il était parti suite, il y avait eu un événement dans sa famille, c'est-à-dire que son fils à lui avait eu un accident. Et lors de l'accident, donc en fait, la personne mise en cause, c'était son fils et il y a eu un mort. Et quand il y a eu le mort, donc il y a eu, en fait, son fils a été devait être traduit en justice. Et il a tout fait. Donc comme c'était quelqu'un de puissant quand même, il a tout fait pour que son fils ne se retrouve pas en tôle. Et il a fait en sorte que son fils quitte le pays pour aller se réfugier à l'étranger et il a assumé tout. Donc, il a décidé de payer la famille, sauf que la famille ne voulait pas être payée. La famille ne voulait pas recevoir l'argent sur le dos de leur enfant qui avait été tué. Et c'était des personnes de nationalité étrangère. Donc, c'était ils devaient être togolais ou béninois. Et le père avait décidé de venger son fils qui était mort. Donc, du coup, le monsieur aussi, le compagnon de ma mère, a rencontré ce monsieur, a supplié le monsieur que, en fait, son fils n'avait pas fait exprès de tuer. Et le monsieur ne voulait rien entendre, le Togolais ne voulait rien savoir. Il a dit, moi, mon fils, personne ne le tue comme ça et reste impuni. Donc, soit ton fils, il va en prison, ou tu vas le payer. Et le compagnon de ma mère n'a pas pris ça à la légère. Il est parti, lui aussi, il a pris un voyage, il est parti se blinder. Mais depuis quelque temps, il se sentait pas bien, il avait mal aux pieds, il avait les genoux qui faisaient mal, il n'était pas bien, il se sentait pas du tout en forme. Donc moi, cette histoire-là, ça m'a vraiment glacé le corps. Je dis, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je dis, moi en tant que chrétienne, moi, je trouve que la justice, c'est très, très important de rendre des comptes quand même aux hommes et à Dieu. Et donc, bon, nous en sommes restés là. Puis un jour, ma mère revient, elle me dit, écoute, j'ai un service à te demander par rapport à mon compagnon. Parce que là, il est très, très malade ces derniers temps et il cauchemarde beaucoup. Est-ce que tu peux pas, toi qui as la vision, est-ce que tu veux pas nous accompagner parce qu'il faut qu'il aille voir un praticien quelque part et je veux pas qu'il tombe sur n'importe qui. Est-ce que tu peux pas nous accompagner? J'ai dit, moi, je n'ai pas envie d'aller chez les praticiens, je n'ai pas envie de voir ces gangas et autres et tout. Maman me dit, mais non, c'est quelqu'un vraiment on est allé le voir déjà une première fois. Le monsieur nous a demandé une liste, donc on part là-bas. Je n'ai pas envie d'aller seule et tout. Donc, j'accompagne ma mère. Il faut dire que ma mère et moi, on est comme des sœurs. On a juste 15 ans de différence. Donc, j'accompagne ma mère et puis son compagnon. Et on arrive chez le praticien. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'était vraiment flippant. C'est-à-dire que le monsieur, on arrive là, il présente tout ce qu'il avait amené. Le monsieur dit, ok, d'accord, asseyez-vous. Comme le compagnon de ma mère n'arrivait pas à marcher, il avait vraiment des difficultés pour marcher, même pour poser les pieds au sol, c'était des problèmes. Donc, c'est son chauffeur, on est parti avec son chauffeur. Donc, il y avait le chauffeur, lui, moi et ma mère. Donc, j'avais même pas pris le soin de prendre un portable pour pouvoir, je ne sais même pas si j'en avais. Non, il n'y avait pas encore trop de portable où je pouvais filmer. Sinon, mais ça m'est resté quand même, ça m'a marqué. Parce que le monsieur le prend, il commence à taillader au niveau des genoux, parce qu'il avait vraiment des genoux qui faisaient horriblement mal. Et il avait aussi au niveau des pieds, il a fait des entailles, il a fait des scarifications. Et après, donc le sang qui coulait de là était noir, mais noir charbon. Donc il a fait des saignées.
Et ça coulait, ça coulait. Après, le monsieur, il a pris un liquide qu'il a mis dans sa bouche. Il a resserré sa bouche. Après, il a collé. Il a aspiré le sang avec sa bouche. Il a aspiré le sang et à chaque fois qu'il aspirait, il recrachait par terre. En fait, il a commencé à cracher par terre. Et puis, il a dit... Et puis, quand il crachait par terre comme ça, on le voyait... gratter le sol, essayer de regarder. Moi aussi, je regardais, je me dis, il regarde quoi là, le sang qui crache, il n'y avait que le sang qui crachait. Après, il a dit à sa femme, et le monsieur, c'était un Tchadien. Donc, il a dit à sa femme, donne-moi un récipient là. Il a pris un récipient. Donc, à chaque fois qu'il aspirait le sang, quand il crachait comme ça, c'était des vis qui tombent, qui crachaient. On était tous choqués. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un truc de dingue. Il aspire comme ça, il crache, c'était des vis. Ça ne faisait que tomber là. Mon Dieu. Donc, pendant un moment, il ne faisait que ça. Ça tombait. Après un moment, il a repris le truc. Il a frotté les pieds. Il a dit, c'est bon. Le compagnon de ma mère s'est levé. Il avait du mal à marcher un petit peu. Il a dit, bon, au bout de X temps, ça va aller. Il a dit, par contre, ce que je vois, c'est que vous devez vraiment rendre compte à ce monsieur. Moi, je fais de mon mieux, mais c'est quelque chose qui risque de me dépasser. Voilà, donc il a payé, il a donné l'argent et puis on est parti. Puis moi, j'étais choquée là, je dis, mais attends, mais il faut faire quelque chose, ça peut pas durer comme ça. Et donc, il arrivait que le Togolais là, apparaissait dans sa chambre. Et j'ai dit à ma mère, non maman, c'est pas une bonne relation, ce monsieur-là, c'est pas la peine. Il faut arrêter ça. Donc maman aussi s'est pris d'affection, de compassion pour ce monsieur. Elle a dit, mais je ne peux pas l'abandonner comme ça, il faut vraiment l'aider. On va l'aider de quelle manière, maman? Donc, peu de temps après, bon, il allait un peu mieux, donc il faisait des soins. Après, il a commencé à vouloir aller à l'église pour faire quelque chose, mais la menace était toujours là. Donc, un jour encore, il se ramène à la maison. Moi, j'étais enceinte de mon fils aîné. Il se ramène à la maison. Et quand il rentre à la maison, moi, j'ouvre la porte, je regarde, il n'y avait personne. Donc, je le voyais plus cette personne qui le suivait partout. Mais j'avais remarqué que le monsieur, à chaque fois, il est là tout d'un coup, il sursaute. C'est comme si on le piquait. Il sursaute. Il est comme ça, il parle et puis là, tout d'un coup, il regarde par derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, j'ai l'impression qu'on me pique de partout. Et il s'était passé, je ne sais pas combien de temps. Après, moi, j'avais voyagé. Et lui, quand je voyage, je pars en Europe. Et lui, il est parti, il a voyagé, il est parti en Inde, je pense. Oui, il était parti en Inde pour pouvoir... Parce que le monsieur, il avait l'argent, donc il pouvait tout faire. Il faisait tout pour se battre, pour pouvoir s'en sortir, quoi. Et moi, je repars, j'ai ma mère au téléphone, je lui dis alors, comment ça se passe? T'as dit non, elle me dit oui, c'est bon, il est revenu de là-bas, on lui a dit que tout allait bien, que là, ça allait, voilà, il n'y aura plus de menaces et tout. Donc moi, je reviens, je le trouve, on se retrouve. Donc, quelques temps après, j'accouche. Il est venu me voir à la maison, ça se passait bien, il avait le sourire et tout. Et peu de temps après, donc mon fils devait avoir dans les 6 mois, je voyage, donc tout se passait bien, on se retrouvait, il venait à la maison, il venait manger, le mec il était tout souriant, il avait, parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que il vieillissait tout d'un coup, mais là il avait repris son éclat. Et peu de temps après, moment où moi je voyageais, je revenais en Europe, il est venu me trouver à l'aéroport. Quand il revient me trouver à l'aéroport, j'ai un flash violent qui me saisit à l'aéroport. Et je dis à ma mère, mais non, ça va pas. Maman me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Là, tu peux déjà faire ton deuil parce que ça va pas le faire. Là, le Togolais est rentré dans un truc, mais là où je vois ton homme là, il va pas assurer. L'attaque là est très violente et le monsieur n'est pas seul. Maman me dit, mais attends,
On a tout fait. Comment tu peux dire un truc comme ça? Là, j'ai dit, ben maman, je te dis seulement ce que j'ai vu, c'est tout. Donc, en fait, moi, je viens en voyage. Je suis en voyage, donc je suis chez moi, en Europe. Je suis dans la chambre. On m'appelle. J'entends qu'on m'appelle. Et c'est le nom de... C'est la voix de ce monsieur. Il m'appelle, je réponds. Mais après, je dis, mais je réponds à qui là? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, on dirait la voix du compagnon de ma mère. Donc je viens et la voix venait du salon. Je sors de la chambre, je vais au salon, personne. Je me dis, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je prends mon téléphone, j'appelle ma mère. Je dis, maman, oui, ton compagnon va bien. Elle dit, ah, mais ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu, je ne comprends pas, je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Bon, je vais essayer d'aller voir un peu au bureau pour savoir si tout va bien. Et je dis à maman, surtout, même au courant si tout va bien. Donc, je prends, voilà, donc j'ai eu ce coup de fil avec ma mère le soir. Le lendemain matin, je suis en route. Je roulais, donc j'étais partie faire une visite, je reviens sur la route. Qu'est-ce que je vois? Un hibou, le temps que je me rends compte qu'il y a un hibou sur la route, et j'étais avec mon mari. Le temps que je me rends compte qu'il y a un hibou sur la route, boum, on l'a tué. Le hibou était fixe sur la route comme ça. Vers les coups il faisait 17h sur la... Je dis, mais qu'est-ce que c'est que je viens de voir? Et au moment où on a renversé le hibou, je suis tombée dans les pommes. Donc mon mari a eu tellement peur qu'il s'est garé, il m'a tapoté les joues. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non. Je viens de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. Il dit, mais on a juste écrasé un hibou. J'ai dit, non, c'était pas un hibou, c'est ça maintenant, c'est la mort de quelqu'un. Donc on rentre vite à la maison, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère. Elle ne répond pas. Donc j'attends un petit peu et tout, je rappelle, elle ne répond toujours pas. Et puis là, mon téléphone sonne et c'est ma mère qui est en train de pleurer pour me dire que son compagnon était décédé. Comme ça. Et ma mère, elle me raconte qu'elle a appelé plusieurs fois, elle est partie au bureau, elle part au bureau, elle a trouvé évanoui derrière son bureau, elle a appelé le chauffeur, elle ne comprenait pas pourquoi le chauffeur ne s'était pas inquiété que son patron, voilà, et puis donc ils sont partis, ils sont allés voir quelqu'un, et arrivé chez la personne a dit, je ne peux plus rien pour lui, c'est fini, il est mort, mais il respirait encore, donc ils l'ont repris pour aller à l'hôpital et là, il a rendu l'âme. Donc c'est pour dire que il y a des sorciers là qu'on ne peut pas combattre. Cet homme s'est sacrifié pour son fils. Est-ce qu'il aurait mieux pas fallu que son fils puisse, c'est une question que je pose à la communauté, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que son fils puisse faire de la prison? C'est vrai que un accident reste un accident. Et la justice des hommes allait allait faire justice, quoi, allait donner son verdict, et puis peut-être qu'il aurait écopé de quelques années de prison. Il aurait payé quand même le prix de cet accident, mais peut-être que cet homme-là, son père serait encore en vie. Parce que son fils aujourd'hui doit avoir la conscience que si son père est mort, c'est à cause de lui. Le fait qu'il ait tuer quelqu'un, pas expressément, c'est un accident, reste un accident, on le dit, mais voilà. Donc cet homme a payé, s'est sacrifié pour son fils. Il s'est sacrifié pour son fils et le père du gamin tué a voulu se venger et a fini par se venger. Merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Alors moi je me nomme Marianne, j'ai 19 ans, je suis mauritanienne sénégalaise, je vis actuellement en Mauritanie. Alors l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de mon frère avec ses amis. Il y a une deuxième histoire mais elle est assez courte donc je ferai vite. Alors cette histoire elle s'est passée au moment où mes frères ils étaient jeunes, genre ils étaient vraiment jeunes. C'était à l'époque où voilà, ils étaient bien frais et tout ça, parce qu'actuellement, chacun d'eux a sa famille, chacun d'eux a sa femme, a sa vie et tout.
Donc, ça, c'était vraiment quand ils étaient jeunes. Alors, un jour, ils partent en soirée. Quand ils partent en soirée et tout, au retour, ils s'amusent. Ça, c'était vraiment tardivement. Au retour, ils ont vu deux filles. Quand ils ont vu deux filles qui étaient vraiment belles, d'après leur dire, qui étaient vraiment belles, forme de gazelle et tout. Et ses amis, franchement, lui, il n'était pas intéressé, mais ses deux amis qui étaient devant, puisque lui, il était derrière. L'un de ses amis a dit eh oui, mais belle, vous ne dites genre, je vous propose de vous ramener à la maison et tout ça. Elles ont dit d'accord. Donc de là, mon frère, personnellement, il a dit, bon, moi, je vous attends là. Vous les déposez et vous revenez me récupérer. Ils ont dit d'accord. Donc mon frère, lui, il est descendu. Donc là, il reste ses deux amis et les deux filles. Et une fois que les deux filles se sont installées derrière la voiture, ils ont commencé à discuter. Et ça collait plutôt bien. Voilà, ils s'entendaient très bien. Alors, au moment où ils sont arrivés dans un quartier en Mauritanie, ou bien en Nouakchott, je dois dire, qui est assez connu pour des histoires sombres. Parce que chez nous, les musulmans, on croit aux djinns, en fait. On croit aux djinns, comme vous le dites, les génies. On y croit. Et voilà. Ce quartier, il est réputé pour les histoires des djinns, des apparitions et tout. Mais voilà. Alors, les filles arrivées à destination, les filles ont dit non, vous pouvez nous laisser là. Non, on va continuer à marcher, c'est pas grave. Ils ont dit d'accord. Alors, les filles, elles sont descendues et tout ça. Elle les a remerciées et tout. Donc, bon, je ne sais pas s'ils ont pris leur numéro ou pas. Mais ils se sont fait leurs adieux et tout ça. Et au moment où son ami qui était au volant, qui faisait demi-tour, au moment où il devait faire demi-tour, c'est là il braque sa voiture. Et là, genre, il a retourné la voiture. Maintenant, il était là face aux filles. Elles étaient là arrêtées et tout ça. Et quand il regarde, genre quand il fait attention à ce qu'il voit, il voit des sabots de vache. Bon, je sais pas comment on appelle, mais des sabots de vache. Il a dit à son ami, tu vois ce que je vois? Ils ont dit oui. Il a dit oui, je vois ce que tu vois. Alors là, c'était la course. Ils ont accéléré comme pas possible. Alors sur le moment, ils sont repartis. Là, ils ont pris les filles là où mon frère les attend. Ils sont repartis, ils sont venus affolés. Ils ont dit, nous, on a vu quelque chose de malade. Non, nous, ils étaient en pleine panique. Mon frère les a dit, calmez-vous. Ils sont rentrés à la maison, mais ils ont failli perdre la tête. Ils ont failli perdre la tête tellement ils étaient sous le choc, tellement ils ne savaient pas où donner la tête. Ils ont dit, oui, tu vois, les filles qu'on a pris l'autre jour et tout, voilà ce qui s'est passé, on a vu leurs sabots, c'était pas des humains, ta. Mon frère, il n'arrivait pas à y croire. Il a dit, moi, Dieu merci que je ne suis pas partie. Vous êtes partis, vous, mais Dieu merci que moi, je ne suis pas partie. Dieu m'a épargné. Alors, depuis lors, toutes filles qui vont voir à l'extérieur, ils ne vont pas la prendre. Tellement ils avaient eu peur, ils disaient non, c'est fini, plus jamais. Plus jamais ils vont le prendre. Et ces deux amis, ils ont failli perdre la tête, mais grâce à Dieu, ils sont revenus à eux et là, ils vivent leur meilleure vie. Dieu merci. Et la deuxième histoire, c'est quand mon frère il était là en vacances, un jour, il dépose l'un de ses amis. Alors, quand il dépose l'un de ses amis, ou bien je dois dire un cousin, on ne sait pas. On a vu une bouteille d'eau assez noire, assez un petit peu grand et tout. Et il y a l'un de ses amis qui voulait boire. Il a dit, il y a une bouteille d'eau derrière. Mais quand l'ami l'a pris, il voulait boire, il y avait une odeur, mais insupportable. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette eau? Mais quand il a vraiment fait attention à ce qu'il comporte à l'intérieur, ils ont vu des bouts de papier avec des écritures et tout. Alors là, c'était de la sorcellerie.
on ne savait pas. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est qui l'a posé. Je vous assure, jusqu'à présent, on ne sait pas. Peut-être eux, ils savent, mais nous, on ne le sait pas. Alors, on était là, on disait, mais c'était qui, c'était qui, c'était qui. Mais nous, on n'était pas au courant jusqu'à ce qu'à un moment, on était tous posés, il nous l'a dit. Quand on revenait d'un mariage, on lui a dit, mais où est ta voiture? Parce que là, tu prends la voiture de quelqu'un d'autre, nous, on ne comprend pas. Et là, il nous dit, vous savez, la dernière fois, quand je suis allée récupérer quelqu'un et tout, à mon retour, quand je suis allée déposer quelqu'un, pardon, il a dit à mon retour, bah, j'ai vu une bouteille et tout, et la voiture a fait un accident. Mais l'accident, ça s'est produit avec un autre de ses amis, son ami qui a découvert la bouteille et tout. Là, ils se sont dit, là, c'est grave, mais ils ne savaient pas que c'était de la sorcellerie et que ça devait prendre un accident et tout. Alors, sur le moment, sur le coup, après, quand ils ont déballé le papier qui était à l'intérieur, genre, c'était écrit que, comme quoi, qu'ils puissent pas vivre longtemps, en fait, genre que ces jours soient comptés. Donc, ce accident qui s'était produit la dernière fois, ça devait causer sa mort, en fait. Donc, voilà, c'était tout. C'était juste pour vous dire que les mauvaises personnes existent et que toute personne que tu penses que, bon, c'est quelqu'un de ta famille et tout, il est là, il sourit. En vrai, c'est dans sa bouche, mais dans son cœur, c'est autre chose. Franchement, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Donc, faisons très attention à notre entourage. Pensons pas que tout le monde est content pour nous, en fait. Donc, voilà, c'était tout. Merci beaucoup, DMG, pour ce que tu fais. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien et toute l'équipe, vous allez bien. Voilà, je vais raconter une histoire à moi que mon tonton m'avait racontée. Il travaille à la morgue. Voilà, donc en fait l'histoire c'était quoi? Mon tonton, il avait sa petite soeur, sa défunte petite soeur, elle était déjà morte. Donc sa petite soeur en question, elle avait rencontré un homme sur Facebook. Ils se sont mis à causer, à parler. Et puis après quelques temps, sa petite sœur en question, ils se sont mis en couple. Lorsqu'ils se sont mis en couple, sa petite sœur en question, elle était au Congo, l'autre là, en RDC. Maintenant, le jeune homme, lui, il était au Congo Brazzaville. Donc le jeune homme, il a envoyé le billet à la petite sœur de mon tonton. Là, il a dit que non, viens, je vais lui donner par exemple le prénom de Amina. Il a dit, Amina, il faut que tu viennes à Brazza et tout, on va rester ensemble. Et la fille, elle est venue à Brazza. Quand elle est venue à Brazza, ils se sont mis en couple et tout, sans pourtant que la famille puisse savoir. Mais la famille là-bas, en RDC, et ils savaient que non, la fille, elle vivait maintenant ici. Elle était partie à Brazza, chez un ami, chez son copain et tout, puisque c'était une fille qui était déjà adulte, elle avait déjà fait ses études et tout, donc elle était déjà mature et tout. On ne pouvait plus encore la coincer. Donc la fille, elle est venue à Brazza, ils se sont mis en couple avec le jeune homme, ils se sont mis en couple et puis un bon moment, le garçon lui a montré maintenant sa vraie vie, alors que le garçon, il ne vivait pas dans le luxe et tout, contrairement à ce qu'elle voyait un peu sur les réseaux. Donc, le garçon il louait un petit studio et tout. Et il était dans des traditions. Il était comme un maître traditionnel. Donc, le garçon, quand il partait, je sais pas, dans son atelier ou ça, il partait faire ses consultations, tout, traiter les gens. Et après, le soir, quand il rentrait souvent avec beaucoup d'argent. Mais eux, ils étaient en train de louer dans une petite maison, dans un petit studio avec Amina, avec la fille là. Excusez-moi, ils étaient en train de louer. Après, un bon moment, la fille, elle est tombée enceinte. Lorsque la fille, elle est tombée enceinte, du coup, le garçon, il a changé. Il avait maintenant beaucoup d'argent, les habits et tout. Donc, le garçon, il faisait maintenant beaucoup de deals à part le travail des traditions qu'il faisait là. Il avait maintenant beaucoup d'argent. Le garçon avait beaucoup d'argent. Il a fait déménager la fille et tout. Pendant même que la fille elle était enceinte, il a fait déménager la fille. Mais la chose qui était bizarre, c'est que du moment qu'il avait déménagé, il avait beaucoup d'argent et tout ça là. Il faisait ses deals et tout. Genre, il faisait plusieurs petits copes, petits boulots.
il ne s'occupait pas de la fille. Il ne s'occupait pas de la grossesse, il n'emmenait pas la fille, ni faire les pesées et tout. Il achetait juste des médicaments ambulants qu'on vend dans des rues là. Il donnait à la fille. Mais il n'emmenait même pas la fille que non, viens, on va à l'hôpital faire les pesées, tout ça là. Mais rien de tout ça. La fille, elle était toujours enfermée dans la maison. Et le garçon, quand il sortait, tous les gens de la partie savaient déjà que dès qu'il sortait, avant qu'il sorte, il emmène d'abord sa copine là à la douche en étant enceinte. Elle se lave et tout. Ils font à manger, la fille mange. Après, quand tu sors, il ferme la porte. Il ferme la porte, il part. Il laisse la fille. Et c'était comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et heureusement, la fille, elle avait un téléphone. Et puis, une fois, elle avait fait une crise. Elle avait fait une crise durant toute la journée. Elle a fait la crise. Au bout d'un moment, elle s'est réveillée dans la maison. Heureusement, grâce à Dieu, elle s'est réveillée dans la maison. Elle a pris un peu de l'eau, elle a versé sur elle. Et elle avait aussi une deuxième clé de l'intérieur qui la permettait au moins d'ouvrir peut-être d'aller se soulager, je ne sais pas, que le garçon avait quand même laissé. Donc la fille, elle a ouvert la porte, elle est sortie, elle a essayé un peu de parler avec les voisins. Que non, je me sens mal, emmenez-moi à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital, elle est rentrée en coma. Lorsqu'on le rentre en coma, on a pris son téléphone, on a vérifié, on a vu le numéro de son mari, on a appelé le gars. On a dit au gars que non, venez, votre femme a été hospitalisée. Oh, comment ça, tout ça, j'ai laissé à la maison. Tout ça. Il est venu à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital et tout, on a commencé de faire les premiers soins et tout. Après, à la fin, on a demandé la facture des premiers soins, de payer la facture des premiers soins. Le garçon commençait à dire que non, j'ai pas l'argent. Alors que le garçon, il avait maintenant beaucoup d'argent, il avait des dépenses, faisait des dépenses, il avait une voiture maintenant. Non, je n'ai rien, je n'ai rien. Il a commencé à appeler la famille. Le docteur aussi, il a mis les docteurs en patience. Il a appelé la famille de la fille. Quand il a appelé la famille de la fille, les familles de la fille, ils ont traversé, ils sont venus à Brazza. Quand ils sont venus à Brazza, ils sont arrivés à Brazza. Ils sont venus à Brazza, ils sont arrivés à Brazza, ils ont trouvé, comment on appelle ça? Quand ils sont venus à Brazza, ils ont trouvé leur fille sur le lit d'hôpital et tout, et tout. Ils ont sorti de l'argent, ils ont demandé au garçon, mais toi tu as quoi? Hein? Toi tu n'as pas d'argent, toi tu as quoi? Hein? Donc toi tu es là, tu as des voitures, tu as une belle maison, tout ce qu'on demande à l'hôpital, tu dis tout que tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Le garçon, mais je n'ai rien, c'est pas parce que j'ai des voitures que non, j'ai l'argent, je n'ai rien en ce moment. Mes copes là, ça va pas bien et tout. J'ai pas l'argent, j'ai rien du tout. Voilà. Ah, les femmes ont dit, non, ça peut pas marcher, il faut que tu trouves l'argent pour contribuer aussi au sein de ta femme. Tu peux pas le laisser comme ça. Oh non, je vais chercher l'argent. Après 2 jours, la fille, elle est décédée avec l'enfant dans le ventre. On a pris la fille, on l'a emmenée à la mort. On a mis l'enfant à la fille à la mort. Par exemple, elle était décédée le jeudi. Quand elle est décédée le jeudi, le gars directement il est venu, il a dit que non, ma femme, ma copine, on va l'enterrer le samedi. Oh, la famille dit comment ça? Quelqu'un qui est décédé le jeudi, même pas une semaine, on doit l'enterrer le samedi. Elle dit que oui, c'est comme ça. On va l'enterrer le samedi, le corps va sortir, on va l'enterrer ça. La famille a dit que non, comme ça peut pas marcher. On ne peut pas te laisser enterrer notre fille comme une chienne comme ça. Et puis le papa de la fille avait beaucoup d'argent. C'était un parmi les gouverneurs de la RDC là-bas. Il a dit que non, ça ne va pas marcher comme ça. On ne peut pas enterrer ma fille comme ça. Mais non, il y avait un ami de mon tonton qui était aussi morgué, qui a appelé mon tonton, qui a dit à mon tonton que non. Mais la fille là, elle a été vendue. La fille, elle a été vendue. Le gars là, son copain là, il connaît. Il sait comment il a vendu la fille. La fille a été vendue. Et quand c'est comme ça, le gars là, quand vous le voyez, il est en train de dire qu'il n'a pas l'argent, il a beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous êtes en train de voir, il est en train de précipiter à enterrer. Pour que lorsqu'on va enterrer la fille, que les gens envers qui il a vendu la fille là, puissent la nuit aller récupérer l'âme de la fille et récupérer les os de la fille là. Et donc les choses qui sont les organes qui sont importants de la fille et tout. Voilà. Donc ils vont travailler avec, ils vont utiliser ça. Après mon tonton a dit, ah donc c'est comme ça. Mon tonton a parlé avec le papa de la fille en question. Ils ont parlé avec la famille de la fille en question. Les familles de la fille en question dit, ah donc comme c'est comme ça, ils ont dit sur le gars. Donc c'est comme ça là. Si tu ne décides pas de l'argent que tu as vendu notre fille avec, de diviser avec nous, notre fille là va pas être enterrée samedi, elle va être enterrée jusqu'au mardi prochain. Le garçon, non, ça marche pas. Les familles ont incité le garçon, s'est dit, niet, je n'ai pas l'argent à vous donner. Et ils ont pris la fille. Le garçon est resté tranquille, il n'a rien donné aussi. Il a fermé sa bouche, il a fermé ses mains. Ils ont enterré la fille jusqu'au mardi.
Quand on a enterré la fille, le garçon est parti, il a disparu. Et les familles sont restées comme s'ils ont perdu leur enfant. Donc moi, la morale, c'est que je vais dire non. Quand vous faites des rencontres sur les réseaux, là, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas prendre le risque de tout parce que je l'aime, tu vas quitter ton pays, aller dans son pays. Lui aussi peut quitter son pays pour venir dans ton pays. Et puis les familles aussi, votre enfant meurt, vous êtes là, vous disputez. Souvent, vous vous disputez que pour des biens, pour de l'argent, vous vous occupez même pas de chercher comment même venger la mort de votre enfant. Donc les familles africaines, vraiment, c'est compliqué. Donc nous, les jeunes filles, on doit faire attention sur les réseaux, même pas sur les réseaux, partout là où on fait des rencontres avec les gens, on doit prier. On doit prier vraiment. Et puis voilà un peu. Donc c'est ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour DMG. Déjà, je tiens à t'apprécier. Tu fais un très bon travail. Je peux dire ça comment? Ça fait en sorte qu'on doit être prêt, on doit être courageux dehors, peu importe où nous sommes, peu importe où on part. Donc du courage, que Dieu te bénisse, que tu dois aller de l'avant, que Dieu va te donner la force d'aller de l'avant. Voilà, j'ai une petite histoire. Je louais en ville et j'ai décidé d'aller faire quelques jours au village pour tenir compagnie à ma mère. Et arrivé là-bas, j'avais déjà fait presque 2 jours au village. Vous voyez le soleil de 13 heures là. Donc j'étais un peu fatiguée, je suis allée m'allonger dans ma chambre. Et là-bas, le sommeil m'a vraiment pris. Et dans le sommeil, j'ai fait un rêve. Donc, dans le rêve, j'étais chez ma grande soeur aînée. J'étais avec ses enfants. Comme elle a un petit bébé, je portais le bébé, j'étais en train de jouer avec le bébé et taper les commentaires avec les enfants. Soudain, quand je regarde derrière, dans la cuisine, je vois une corde verte. Je dis, je simplifie, je dis, c'est juste une corde verte, rien de grave. Donc c'est comme ça que je continue à jouer avec les enfants, je joue, je tape les commentaires, je ris avec eux. Du coup, quand je regarde encore, je constate que la corde là est un serpent vert. Je commence à me méfier. J'écris dans le rêve que Patrick, voilà, il y a un serpent. Dans le rêve, hein, il y a un serpent vert qui est en train de marcher dans la cuisine. C'est comme ça, Patrick, mon grand frère. C'est comme ça que, quand je tente de crier là, je trouve ça de crier en dehors du rêve, donc en réalité même. Donc il y avait ma belle-sœur qui était dans la chambre qui était à côté de ma chambre. Elle dit, c'est où? Quand j'entends c'est où dans le rêve, c'est comme ça que je me réveille, je viens maintenant à moi. Comme j'avais encore le sommeil dans les yeux, je me réveille. Quand elle crie là, je me réveille, je regarde. Je vois d'abord un truc vert. En réalité, je vois un truc vert. Je suis d'abord les yeux parce que j'avais le sommeil dans les yeux. Je vois le serpent vert à côté de moi, DMG. Oh mon Dieu. C'était à côté de moi, c'était debout. Mon Dieu, c'était en train de me regarder. Jésus-Christ. J'ai eu foi, j'ai eu un mot de tête, j'étais dépassée. C'est comme ça que je continue. En réalité, je commence donc à crier, voici ça, quand elle vient comme ça. Avant qu'elle ne vienne d'abord, je commence à crier, voici ça. Quand je commence à crier comme ça veut venir vers moi. Et comme moi, je n'avais rien pour me défendre, j'avais le couvercle. Je prends le couvercle et jette sur ça pour qu'elle a fui, pour qu'elle a sorti de la chambre parce que c'était proche de moi. Ça sort, ça passe vers la moustiquaire pour monter, pour tomber, donc monter et tomber face sur moi. Mon Dieu, ma belle-sœur vient. C'est comme ça qu'elle commence à bouger la moustiquaire. Quand ça arrive, ma belle-sœur, ça a fui. Et elle a donc pris le caillou elle avait un petit boudin, pris le caillou visé. C'est comme ça que ça tape. Là, ça c'est la queue du serpent, je crois bien. Le serpent tombe. Je prends donc le petit bois qu'elle avait en main. Je dose. Le serpent meurt. Je m'avais laissé des ombres. C'est comme ça qu'elle commence à expliquer qu'en réalité, c'était un rêve. Mais c'était à côté de... Donc c'était la réalité. Le rêve, c'était la réalité. Elle dit, ma mère me dit, c'est pas grave, ça va aller, voilà, ça va aller vraiment, c'est juste un rêve comme ça, ou alors tu as dû prendre ça comme un rêve, tant que c'était machin, etc. Bon, le soir, ça va aller, tu peux aller dormir. J'ai dit qu'ici, là, avec ce que moi j'ai vécu ici, je sais que ce n'est pas un rêve. Donc, mon cœur me dit que c'est pas un rêve. Avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas dormir seul. La nuit, là, je suis allée dormir avec ma mère le matin. Je partais au travail.
Mon travail était quand même un peu proche de mon village. Voilà, je partais au travail. Vers 13h, je me dis, je partais au travail, je vois une grand-mère. Elle me regarde bizarre. Elle me regarde un genre là, avec les, je sais pas, un regard bizarre, menaçant, un truc comme ça. Je dis que, quand je l'ai regardé aussi, je marchais. Je dis que, la femme, si elle me regarde comme ça, pourquoi? Pourquoi elle me fixe comme ça? Et quand je marchais, j'entends un bruit au sol là, comme si quelque chose en train de fuir, qu'elle regarde comme ça. Le serpent vert, presque les mêmes tailles, les petits serpents verts là. Lui, ceux qui sont un peu longs là. Je vois, c'est en train de fuir. Et je dis, eh mon Dieu, c'est comment avec les serpents? C'est comme ça qu'il dit, ah, peut-être, moi je sais, pardon, au fond de moi qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est comme ça que, en soirée, le lendemain en soirée, je rentrais, je suis sortie du travail à 22h, à 23h, je rentrais. C'est comme ça que je rentre. Je prends la moto, je rentre chez moi. Et là, il y avait une ampoule un peu loin qui frappait quand même. Mon téléphone était à plat, il restait 1%. Quand je monte, mon téléphone s'éteint. C'est comme ça que je continue à monter, je vois une corde noire. Comme une corde, c'était un noir. C'était là. C'était là. Comme si c'est une corde, comme si ça ne bougeait pas rien. Je vais avancer, maître. Mon père me dit, mieux tu prends quelque chose, tu vérifies si c'est vraiment la corde. L'autre me dit avance, il dit jamais. C'est comme ça que je prends d'abord le caillou, je fais comme si je veux lancer. Rien, ça ne bouge pas. Je fais comme si je veux lancer 2 fois, ça ne bouge pas. Ah, c'est comme ça que je prends le caillou, je dose. C'est tombé à côté de lui. Le gars, il fait comme s'il veut partir. Donc, quand ça fait demi-tour, ça veut partir. Après, quand je regarde bien, ça fait comme si ça part. Après, ça revient. Ça part vers moi. Merde. Je dis, ok, c'est encore quoi comme ça là? Quand je regarde encore bien, c'est à côté de moi. J'ai une fois fui. Je suis allé passer de l'autre côté. Il a même appelé mon grand frère qui est venu me chercher. Je suis allé passer vers l'autre côté. Voilà. Et après, la semaine là, j'ai vu que c'était un peu trop bizarre. Trop bizarre l'histoire des serpents. Il fallait que je dois aller à l'église. Quand je parle, j'explique à mon pasteur. C'est là qu'il me dit que non, on a failli me prendre, que c'était la sorcellerie. On l'a envoyé pour me faire du mal. L'esprit de Dieu avec moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMJ, je reviens encore avec une autre histoire cette fois-ci. Après avoir donné quelques astuces pour libérer des gens des emprises du mauvais, je viens avec une histoire qui est l'histoire d'un papa qui a été bandit pendant longtemps avec une bande de ses 2 amis et qui, dans sa vieillesse, se repent et cherche de voix et des moyens pour corriger ses actions négatives. Voici donc l'histoire. C'était donc 3 jeunes garçons qui vivaient à Bafou, à l'ouest Cameroun, dans des maisons différentes. Ils étaient démunis. Les parents n'avaient presque pas d'argent pour les envoyer à l'école. Et les 3 amis avaient donc trouvé bon de se promener de marché en marché. Marché par l'avant, marché par Fou, marché par Fou centre. Et il y avait plein de petits marchés. Ils se promenaient dans ce petit marché-là et ils avaient pour rôle de soutirer les porte-monnaie. C'est ça le rôle. Ils soutiraient les porte-monnaie. Donc, un jour, en soutirant le porte-monnaie d'un monsieur qui avait vendu, je crois, c'était des paniers, 2 paniers de 75 francs chacun, donc il y avait 150 francs dans le porte-monnaie. Le monsieur, il y a un de ses amis, un des 3 qui s'est fait donc attraper et qui s'est fait lyncher jusqu'à mort. Moi, on s'en est suivi. Donc, il ne restait plus que 2. Ils ont continué donc toujours à voler à 2. Et plus tard, le deuxième de la bande a voulu voler une maman qui venait de vendre sa cuvette d'haricots et qui avait attaché l'argent sur son pagne. Lui, ils ont utilisé la lame pour couper le pagne de la maman au niveau de là où elle avait donc mis de l'argent. Sauf que mal lui en a pris,
Ce jour-là aussi, en voulant couper, il a renversé donc la dame. Et la dame a crié au bandit. On l'a attrapé aussi le deuxième. On l'a tabassé à mort et il est décédé. Donc il restait le troisième. Le troisième qui a continué à voler. Il a volé, puis à un moment, il a trouvé que c'était pas bon. Il s'est converti. Il a arrêté de voler. Il a commencé à travailler, à faire le travail du champ. Et puis plus tard, il s'est marié et il a eu des enfants. Alors, il a été pris de remords par tous les actes qu'il a commis pendant sa jeunesse. Il a eu la chance de ne pas mourir. Ses deux amis sont morts sans avoir d'enfants. Lui, il est vivant, il a des enfants. Et il a eu une dizaine d'enfants. Et il commence déjà à se poser des questions quant à l'avenir de ses enfants par rapport aux actes qu'il a posés. Et il était conscient, il était devenu conscient et il savait que les actes qu'il avait posés devaient retomber sur lui et ses enfants et sa descendance plus tard. Or, il ne voulait pas que du fait de ces actes malveillants, des actes malsains, des actes de vol, que sa descendance peut souffrir. Il a donc commencé à se renseigner comment lui, il pouvait, à partir de son histoire, à partir de ce qu'il avait vécu, comment il pouvait corriger ce qu'il avait fait de négatif dans sa vie en termes de vol pour que sa descendance puisse, même s'il n'est pas épargné à 100%, que ça puisse réduire l'action néfaste, l'action négative sur sa descendance. Donc il cherchait des moyens, il a cherché pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, il est tombé sur mon grand-père. Et mon grand-père qui était très sage, très érudit, donc lui a conseillé tout simplement de chercher de l'argent entre 100 000 et 200 000 francs et de changer ça en petite monnaie. 100 francs, 50, 500 en pièces. Ça devait faire un gros lot d'argent, c'est pas grave, mais il devait faire ça. Et puisqu'il a volé dans des marchés chez des inconnus sans connaître ces personnes-là, c'est là où c'était difficile parce que s'il connaissait ces personnes, c'était facile d'aller les voir ou bien de voir leurs enfants et de leur dire, s'ils étaient jamais morts, il leur dit, ok, voilà, je fais tel mal à votre papa, voilà, je viens par cet acte-ci corriger le mal que j'ai fait, puisque lui ne pouvait pas faire ça parce qu'il ne connaissait pas ces gens-là, il volait chez des inconnus. Il est donc question donc qu'il change donc cet argent-là en petite monnaie et qu'il achète une poule noire, toute noire, bien noire, et qu'il aille dans un carrefour qui donnerait sur la plupart des marchés de la zone, et qu'il aille là-bas, et qu'il utilise ce poulet noir, qu'il dise, qu'il prononce ces paroles. Je regrette amèrement les actes que j'ai posés. Dans ma jeunesse, j'ai volé, j'ai soutiré, j'ai pris de l'argent des inconnus que je ne connaissais pas, puisque je ne peux pas les rencontrer physiquement pour leur remettre l'argent que j'ai pris entre les mains pour corriger mon tort. Par cet acte-ci, je vais verser de l'argent ici, dans ce carrefour, et toute personne qui viendra ici, dans ce carrefour, prendre cet argent, contribuera à rembourser la dette participant à ce que moi, je vais rembourser la dette de tout cela qui j'avais volé. Il fait ça avec le poulet noir. Le poulet noir, il attrapé par les pieds, et puis quand il prononce ces paroles, il fait descendre le poulet noir de la tête jusqu'au pied, de la tête du pied, il parlait, il prononçait ces paroles. Quand il a fini de prononcer ces paroles, pour dire que l'argent qu'il verse, c'est pour rembourser tout cela à qui il a pu voler et qui ne connaissait pas. Il a donc versé tout cet argent-là dans ce carrefour. Il a laissé partir la poule blanche et il s'est retourné de parti sans regarder derrière. Donc, en faisant ça, il a lavé sa confiance. Il a senti qu'il y avait un poids à lui qui pesait tout autour de ce fardeau pesant. Il a senti qu'il y avait plus ce poids qui pesait tout en lui. Il était devenu léger, il était devenu tranquille. Il avait de paix du cœur
parce qu'il savait qu'il pouvait désormais mourir en paix, il avait, par cette attaque, corrigé les plus grands forfaits de sa vie, les plus grandes fautes qui lui faisaient vraiment avoir beaucoup de remords dans sa vie. Et quand il a commis ça, il est revenu et il a acheté du vin blanc pour mettre à mon papa, à mon grand-père à l'époque, pour lui remercier pour cette merveilleuse idée. L'histoire que je raconte aujourd'hui, c'est pour tout le monde dire que nos parents savaient que ce qu'ils commettaient comme forfait retombait sur leurs enfants, les progénitures. Nous, aujourd'hui, on a perdu ça. On a perdu ça de vue et on laisse souffrir nos descendants à cause des actes mauvais que nous commettons. Comme ce papa-là, corrigeons toutes nos fautes pendant que nous sommes encore en vie pour éviter que nos enfants souffrent et que nos enfants puissent payer les fautes pour lesquelles ils n'ont pas contribué. Merci et bonne écoute à tout le monde. Au revoir. Merci. Et là, on va jouer la 10e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonjour la communauté DMG. Aujourd'hui, je vais vous partager ma petite histoire que j'ai eu à vivre. Donc, en fait, je tiens d'abord à préciser que je suis une Tchadienne résidente au Cameroun, née et grandie en fait au Cameroun, dont j'ai la nationalité camerounaise. Ma petite histoire, c'est que je vivais avec le père de ma fille. On a fait 3 ans dans une maison. Je parvenais pas à concevoir en fait. Donc j'ai dû arrêter l'école très jeune, à 15 ans. Je commence à travailler dans les snacks. C'est là où je rencontre le père de ma fille. Il m'enlève dans cette ville-là parce qu'il lui disait que c'est une mauvaise vie. Il m'enlève dans cette ville-là. En même temps, moi, je travaille, je faisais, il y a de mal, bien sûr, qu'on peut se dire quand même que le monde de la nuit, c'est pas vraiment un monde où les anges marchent dans la nuit, quoi. Donc, c'est comme ça que le père de ma fille me met directement chez lui, puisque je cherchais quelqu'un qui va pouvoir m'épauler financièrement d'abord, parce que j'étais abandonnée à moi-même. Mes parents étaient là, mais personne ne me gérait en fait. J'étais là comme ça moi-même. J'ai dû arrêter l'école parce qu'il n'y avait personne pour me payer continuer à me payer l'école. Donc, je saute sur l'occasion que bon, voilà, un jeune comme moi, il veut me prendre pour tout ça. Donc, il vendait les chaussures. Il avait une boutique de chaussures au marché central, le père de ma fille. Donc, c'est comme ça que j'accepte d'aller vivre avec lui. On vit là ensemble. Ça faisait que de temps en temps, on s'était appris à tout se dire. Donc, c'est là que parfois il y avait les messieurs qui me traquaient dehors. Je rentrais, je lui disais, il me dit que non, on fait comme ça, marche comme ça, marche comme ça. Ils vont te donner l'argent, mais ne couche pas avec eux. Après, tu les bloques comme ça. Donc, c'était déjà la routine. Et quelqu'un me craque, je viens, je l'explique, il me dit comment marcher. Et il me donne, si le monsieur me donne de l'argent, après qu'elle me donne l'argent, je les tourne, après je les bloque. Donc, et cet argent marche ensemble avec le père de ma fille. C'est comme ça, non? Que on est là 1 année, 2 années, 3e année, je ne parviens pas à concevoir. Le gars me demande de l'enfant. C'est donc comme ça qu'il dit que bon, ok. Allons donc à l'hôpital faire les examens puisque je ne parviens pas à concevoir. C'est comme ça qu'on y va à l'hôpital. On fait certains examens, on nous met secrètement ensemble. Après, même pas 1 mois, j'ai pu concevoir. C'est comme ça que je suis à 3 mois de grossesse. Le gars me met à la porte de chez lui. Pour rien, pas qu'on a eu un problème, quoi que ce soit. Avant même d'abord ça, il est venu avec une autre femme dans la chambre où on vivait. Donc, on était là, on vivait à croix. Parce qu'il était plus âgé que moi d'abord, donc il me matait. Il était là, il couchait avec l'autre femme, même parfois devant moi. Moi, ça ne me gênait pas, j'étais là. Au contraire, j'étais là. Donc, je lui faisais confiance et tout ça. Je me disais que je n'avais pas le choix, en fait.
j'étais obligée d'accepter tout ce qu'il faisait. Donc, c'est comme ça que un bon matin, la fille a dû partir de la maison. Parce qu'à un moment donné, je ne l'acceptais plus, je tolérais pas. Je ne tolérais plus ça. J'ai commencé à faire des problèmes. La fille a dû partir de la maison. C'est comme ça que, après, je me rends compte que je suis enceinte de 3 mois. On part à l'hôpital, on fait le test. Le positif. Après, le gars me dit, bon, il faut que tu parles d'abord aussi chez ta mère, même le week-end comme ça. Donc, j'ai eu de me chasser. Dans sa manière de parler, je sentais comme s'il voulait me chasser. C'est comme ça que je prends mes petites affaires. Il y avait la tension entre nous et tout ça. Je prends mes petites affaires, je fais un petit sac, je m'aille chez ma maman. Même 2 semaines comme ça, on s'appelait. Il ne m'envoyait même pas de l'argent. J'étais là comme ça. C'est comme ça. Pardon. C'est comme ça. Un jour, je débarque là-bas où on vivait. On me fait comprendre que le gars a déménagé. Je l'appelle, je dis, mais comment toi tu déménages avec tous mes effets à l'intérieur? Tu ne prends même pas le soin de me ramener mes affaires. Le gars me dit, ah, laisse-moi, je suis occupé. Je reste tranquille jusqu'au aujourd'hui, DMG. Le gars n'a pas remis mes effets. Je ne sais pas ce qu'il a fait de mes choses. Bon, le là, c'est un détail. C'est un détail. Parce que je joue même où j'étais là-bas, j'ai vu les enfants de ma bailleuse porter certains de mes habits. J'ai conclu au fait qu'il a eu et partagé mes habits, mes chaussures, mes sacs qui étaient là-bas chez lui. Puis c'était lui qui avait acheté. Donc moi, ça m'a pas gêné, DMG. C'est comme ça que j'étais chez ma maman là-bas. Ça ne donnait pas puisqu'elle vivait avec quelqu'un. Je décide de venir rester chez mon père. C'est comme ça que je pars chez mon papa. Rester là-bas. Maintenant, je fais la rencontre d'un homme. Pas que la rencontre, donc une connaissance en fait. On se connaissait déjà. Donc c'est comme ça que le monsieur me dit. Donc, on se change de contact d'abord. Je change de contact là. Après il me dit, donne-moi ton numéro, je vais soit te faire le transfert de crédit. Après le même soir, le gars m'envoie le transfert de 1000 francs. Ah, il m'appelle, il me dit, tu as reçu. Je dis, oh merci. Le lendemain, il m'appelle, il me dit qu'il faut qu'on se voie, on se voit. Dans un petit coin là. Après, il me dit directement, je peux prendre soin de l'enfant qui est dans ton ventre. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça m'a d'abord paru bizarre. Personne en dehors de ma mère savait que je suis enceinte. Comment je me suis fait pour savoir que je suis enceinte? Bon, j'ai laissé passer en fait. C'est donc comme ça, DMG. Ce monsieur a commencé à s'occuper de moi chaque jour que Dieu a créé. J'avais droit à 3000 francs, mon argent de ration, non? Et hormis des petits trucs que je lui demandais, je vais à l'hôpital, je vais ici dans les petits trucs, non? Je lui demandais et bizarrement cet argent, je faisais rien avec. Je l'utilisais seulement. Je mangeais seulement cet argent-là. Je faisais rien avec cet argent, DMG. Pardon. Je faisais rien avec cet argent, je partageais seulement cet argent-là. Un jour, le père de ma fille est venu, je l'ai fait comprendre que bon, voilà. Il y a un monsieur comme ça. Il me dit que, ah, ok. Moi aussi, ça nous arrangeait puisque nous n'étions même pas habitués à cette vie-là. Donc. Et pendant ce temps, le père de ma fille ne me donnait rien. C'est donc comme ça que DMG. Un jour, il se tamponne avec le monsieur, le père de ma fille se tamponne avec le monsieur chez nous. Il me dit, il m'appelle à côté, il me dit, ce monsieur ne m'inspire pas confiance. Il est bizarre, il a l'air louche. Donc, c'est comme ça, Aka. Je lui dis, Aka, laisse ça, tu es là, tu ne veux pas t'occuper de moi. Je trouve quelqu'un qui veut prendre soin de moi et mon enfant. Tu es là, tu me racontes ce que tu me racontes, la fille, je m'en reconnais. C'est comme ça que c'est passé, DMG. Voilà, une fois, je me sentais pas bien. Ma maman est venue passer le week-end avec nous à la maison. C'est comme ça que DMG. Ma maman dit, elle voit le monsieur venir me voir. Elle me dit, tu crates quoi avec lui? Je lui explique alors. Elle me dit que faites très attention à ce genre de personnes. Depuis le moment où je vois le monsieur si je ne veux pas la relation. La DMG, Aka, je dis Aka. Laissez ça, vous êtes toujours comme ça. Depuis que je suis enceinte ici, je souffre personne ne m'aide. DMG. Ma maman a bavardé, jusqu'à ce qu'on s'est même un peu échangé quelques petits mots là, c'est passé. Le monsieur, chaque fois, il venait tout me donner l'argent. Soit 23h40 quelque chose.
5 à quelque chose, minuit. Donc, il attendait toujours minuit pour me donner l'argent. Quand il va me donner l'argent, il va parler sur l'argent, il murmure, il plie l'argent en petit, il plie l'argent. À chaque fois, il me disait toujours que non, j'ai un grand argent qui va venir là, ça va tomber. Quand l'argent va venir, je serai vraiment bien, je serai en haut, je vais faire ci, je vais faire ça. Un gars sympa, en fait, durant toute ma grossesse, le monsieur s'occupait de moi. Jusqu'à que j'ai accouché un 26 décembre. Le 1er janvier, le père de ma fille a voyagé, il me dit qu'il va en aventure. DMG, je t'assure que ce gars ne m'a même pas laissé 5 francs. Il ne m'a pas laissé 5 francs. J'étais comme ça, ma famille, personne ne m'aidait pour faire la liette de ma fille. Je me suis battue moi-même avec une amie qui m'aidait avec certains habits de sa fille qu'elle m'avait donné. Parce que l'argent que le monsieur me donnait, je n'achetais rien à mon enfant avec, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'étais rien avec. Hormis des visites que je faisais seulement avec cet argent et la nourriture que je mangeais dans mon ventre avec cet argent et que je partageais même. DMG. C'est comme ça que le père de ma fille est parti, m'a laissé un téléphone. Je vais seulement filmer son enfant. Là, envoyer les photos DMG. Il est parti. Ma fille était constamment malade. C'est cet homme, parfois, il venait, il me donnait l'argent. Mon papa qui m'aidait aussi un peu. Quand l'enfant était malade, on partait l'enfant à l'hôpital. C'est comme ça, à 3 mois. L'enfant, maintenant, elle est là, elle est un peu souffrante, on part à l'hôpital. Étant à l'hôpital, le monsieur vient me trouver à l'hôpital, il me dit, bon, il faut que je reconnaisse l'enfant si déjà, il faut qu'on aille à la mairie pour faire son acte. Bon, je lui sors une histoire, quoi là, non, j'ai pas d'acte dedans, il me faut l'acte. Il me dit, il faut combien? Je dis 25 000. Je dis, ok, demain je vais venir te donner l'argent. Et sur le lendemain que je sortais de l'hôpital avec ma fille, on est rentré à la maison. Il est revenu le même soir à minuit pour me donner l'argent. Il est venu me donner l'argent à minuit, 25 000. Et en petite monnaie, il me donnait jamais peut-être 5 000 ou 10 000. Non, il me donnait toujours la petite monnaie, 500 000 francs, 2 000. Donc un peu comme ça, il est vieux billets, toujours me donne tous les vieux billets. Il m'a jamais donné un bon billet comme ça. Bon, comme moi je me disais, il était un livret de pain, bon, ça ne me gênait pas trop. Donc c'est comme ça, DMG. Je l'ai tourné 1 mois, 2 mois. Il ne fait que me demander que c'est comment, l'acte à quel niveau. Je dis que non, on me tourne aussi un peu là-bas à la mairie, mais que bon, laisse tomber l'autre acte là, j'ai quelqu'un qui peut nous faire l'acte là, sur place. Pour toi et pour l'enfant, ça sort là, sur place le même jour. Viens, allons-y. Je vais te chercher tel jour, on va aller. DMG, mon cœur a commencé à battre. Que, hey, Seigneur, je vais faire comment? J'explique à maman. Maman me fait comprendre que ne tente même pas. Parce que quand j'ai accouché, ma mère est venue faire 3 mois chez mon papa pour pouvoir me masser tout ça. Elle me dit, ne tente même pas. Ce n'est pas son enfant. Donc, le père de l'enfant là, elle là, même s'il ne prend pas soin de vous, tôt ou tard, il peut venir décider de prendre son enfant. Donc, ne tente pas. Moi-même, déjà dans ma tête, je ne voulais même pas lui donner cet enfant parce que c'était quelqu'un qui ne plaisait pas, il m'énervait en fait. Donc, je suis là pour l'argent qu'il me donnait. Donc, c'est comme ça que DMG. Je sais pas, je vois encore même 3 mamans, je les explique la situation, mais tu ne tente pas. C'est pas son enfant, s'il veut l'enfant. Vous faites pour vous, il attend cet enfant grandi, vous allez faire pour vous d'enfant. C'est comme ça, je dis ok. Je vois le monsieur, je lui dis que non, moi je peux pas te donner cet enfant, si tu veux, tu attends, on fait pour nous d'enfants. Le monsieur s'est entré dans une colère, nous, c'est fâché. Comment ça se fâché? Parler que non, c'est pas conclu comme ça au début. C'est fâché, DM, je l'avais jamais vu comme ça. Parce que c'était quelqu'un qui était toujours en train de rire, même pour rien. J'étais toujours en train de rire. Et bizarrement, DM, depuis qu'il m'aidait là, j'étais enceinte jusqu'à je suis accouchée là. Il m'a jamais demandé qu'on ait les rapports ou bien quoi que ce soit. Même sa maison, je ne connaissais pas. Je sais seulement qu'il restait quelque part là-bas en bas, comme ça. Donc c'est comme ça, DMG. 1 mois. Le monsieur est parti. Je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'entrée d'argent. J'étais là abandonnée à moi-même avec mon enfant.
il faut le lait, il faut ceci, il faut cela. J'ai commencé à faire un petit boulot. Mais le dos, j'ai eu un problème au niveau du dos là. J'avais mal. Comme je venais d'accoucher et tout et tout. Et je travaillais au restaurant, il fallait faire les efforts physiques et tout. Donc je pouvais pas, j'ai dû laisser DMG. C'est comme ça que je reste là. Personne ne m'aidait chez nous. Je rappelle encore le monsieur, je reste comme ça, je dis, hey Dieu, je fais comment? Là maintenant, je n'ai pas le choix, je rappelle le monsieur. Le monsieur revient, donc je lui fais comprendre comme si non, je vais lui donner l'acte de l'enfant, tout ça. Le monsieur est content, donc il revient, il recommence à s'occuper de moi, il me donne l'argent comme d'habitude. Tout ça. Quand le lait de l'enfant finit, l'enfant a besoin de quelque chose, je lui dis, il me donne l'argent, comme ça, DMG. Un mois passe encore là, il me dit que bon, allons faire l'acte de l'enfant. Subitement, je suis tombée malade DMG. Le ventre, j'ai même fait 2 semaines et demie. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre DMG. J'avais mal au ventre. Je ne comprenais pas. J'avais déjà maigri. C'est comme ça que je me lève, je pars chez une amie. Parce que sa grand-mère était une voyante, je pars chez une amie. Il fallait qu'il y ait les remèdes de sang. Arrivé devant le porte, je commence à qu'il y ait les remèdes de sang. Quelque chose me dit, entre un peu chez la maman là, va faire la voyance. Je suis allée, je me suis assise, j'ai pris les courriers, j'ai retiré l'argent là, j'ai lancé les courriers. Ça me dit, hey, directement le tombeau se casse. Elle me dit que, hey, maman, je vois un grand danger venir vers toi. Je vois un homme qui est avec toi, il t'aide beaucoup, mais cet homme te fait du mal, ce n'est pas une bonne personne. Il est dans le tombeau, ces choses sont noires, flou. L'argent qu'il te donne là, c'est l'argent du sang, tu ne peux rien faire avec cet argent. Arrête avec ce monsieur, c'est comme ça que DMG. Directement, mon esprit a pensé à lui. Elle me dit que cet homme-là, c'est un livreur de pain, il est comme ça. Je dis oui, effectivement. Et depuis, je suis malade, comme ça. Elle prend d'abord le remède du poison. Elle me donne. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai léché le remède du poison. C'est comme ça qu'elle me dit que vient le lendemain. Viens faire le lavage. C'est un lavage. Et gratuitement, je n'avais pas l'argent. Cette maman m'aidait seulement comme ça. Je suis allée le lendemain à 6 h. J'ai fait les lavages. Elle m'a donné certains écorces là, j'ai mis dans l'eau. Je suis allée me laver à 6 h 00 là, avec le froid et tout ça, au glacé là. Je me suis versé ça sur le corps comme ça, en appelant les noms des animaux. Elle m'a dit que parce que ces animaux vont me protéger si quelqu'un essaie de me faire du mal, ou bien il vient pour me faire du mal. C'est comme ça que DMG. C'est là où tout a commencé à basculer. J'avais peur déjà. Là, le même jour-là, elle m'a donné certains écorces, j'ai mangé. Le même soir, j'avais peur, DMG. Je suis rentrée. J'ai essayé d'expliquer à ma maman. Personne n'a essayé de me croire. Ma maman me disait seulement que je t'avais dit non. Quand on vous parle, vous les enfants, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que vous maîtrisez. Oh, comme ça, DMG. C'est là où j'ai un ami, là, c'était un garagiste en de chez nous. Je l'appelle, je lui dis, bon, voilà le problème que j'ai. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment à bout. C'est comme ça qu'il me dit que non, viens. Il y a un monsieur là qui suit souvent mon oncle actuellement. Il est logé là chez les prêtres parce qu'il suit aussi les prêtres. Donc, une église de la place aussi de Yaoundé là. Donc, il était là-bas. C'est comme ça qu'on part là-bas. On y va là-bas. Je rencontre le monsieur. Donc, à l'église même, il était là, logé dedans l'église chez les prêtres là. Parce qu'il suivait les prêtres là. C'est comme ça qu'on y va là-bas. À l'instant T même. Il appelle son oncle vient nous chercher comme c'est un garagiste. Il avait la voiture à sa portée là, sur place. On est parti. DMG, je suis arrivé, le monsieur. Il a mis un truc au sol comme ça, il m'a demandé de monter. Je suis montée. Il m'a répété la même chose que la maman m'a dit. Il m'a dit que bon. Viens, moi je suis à Créby. Si tu veux faire un traitement chez moi, je suis à Créby. Je te demande même pas 5 francs. Je vais rien te demander. Juste le matériel. Et le matériel, toi-même, tu vas l'acheter sur place. On va aller au marché. On va l'acheter. C'est comme ça que DMG. Je suis allée. Je suis rentrée.
Je savais pas comment faire, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent DMG. C'est comme ça que je pars, je vois ma cousine, j'explique le problème à ma cousine. Elle prend 20 000, elle me prête 20 000 DMG. C'est comme ça que le lendemain, très tôt le matin, vers 9h comme ça, je prends directement le taxi, je m'en vais en van. De van là, je prends le bus, aller-retour, la Crébienne, aller-retour. DMG. C'est comme ça que je prends la route, une aventure à Crépy. On est arrivé le jour là, dans la nuit. Hein. Finalement, on est quitté là-bas même. Vers 15h comme ça à Crépy. On est arrivé. En vente, on est quitté là-bas vers 15h parce que je suis à la 9h. On a attendu. On est quitté là-bas même vers 15h. C'est comme ça que je suis arrivé même vers 19h comme ça à Crépy. DMG. Je suis arrivé, le monsieur, comme il avait la moto, le papa qui me soignait là, c'est un jeune quand même, pas un papa en tant que tel. Il avait la moto, il est venu me chercher à l'agence. Il m'a conduit chez lui, il m'a amené chez lui. Il avait sa petite famille, il avait sa petite femme, avec les enfants. Comme c'était un gars de Baminta, comme à cette période-là, il y avait la gare Baminta et tout. Donc ils ont fui, ils étaient nombreux là dans la maison, il y avait beaucoup d'enfants. Et sa femme ne savait même pas qu'il faisait dans ça. Donc c'est comme ça, c'est quand moi je suis venue là que sa femme a su que non, son mari faisait dans ça parce qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient mais il n'a jamais su. Donc c'est comme ça que sa femme a su qu'il faisait dans ça. C'est comme ça que le lendemain matin on a dormi, sa femme a préparé, là on a mangé. Le lendemain matin, on allait dans une eau là, il a composé, c'était un zèbre là, il m'a donné, je me suis lavé avec, il m'a demandé de parler. Avant de me verser, c'est comme ça. Il m'a donné, c'était un médicament là. Maintenant, arrivé DMG, on a fini là-bas où on est parti pour faire les lavages et tout. On est arrivé maintenant chez lui, DMG. C'est là où sa femme a su qu'il faisait dans ça. Devant sa porte, il me demande, comme il y avait quand même une petite cour là, et on devait égorger un poulet. Parce que le matin d'abord, avant qu'on aille faire le lavage et tout, on est parti. Un petit marché là-bas à Créby, on appelle ça Mokolo aussi. On est allé là-bas, on a acheté dans le poulet. C'est un truc qu'on avait besoin pour faire mon traitement. On est parti. Donc c'est moi-même qui sortais l'argent de ma poche en fait pour acheter. C'est comme ça qu'on est parti, on a acheté. On est rentré chez lui, on est parti faire le lavage, tout ça. Maintenant, il fallait faire le dernier sacrifice quoi. Donc la dernière étape, on peut dire comme ça, la dernière étape. Donc c'est comme ça que DMG. Et en fait, c'est lui qui... Je devais arrêter le poulet, il devait couper le coup du poulet, mais il est resté là, commencé à faire certains trucs. Après, il dit que non. Toi, prends plutôt le couteau, tu coupes le coup du poulet, je vais arrêter. Je coupe le coup du poulet DMG. Un poulet qui était... Quand on coupe le coup du poulet, non. Tu vois un peu. Le poulet est... Donc, parfois, il bouge un peu la main. Ce poulet s'est levé. Il marchait, il dessinait les trucs là sur par terre comme ça, il dessinait des trucs comme ça. Donc, comme une sorte de schéma. C'est comme ça que le monsieur dit que tu vois ce que le poulet là vient de faire. C'est comme ça, il me montre comment tu devais partir. Et il m'explique que je devais partir dans du genre, c'est notre bailleuse en fait. Donc, c'était une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière où mon papa vit là-bas. Donc, c'est notre bailleuse, c'est une sorcière. Donc, la pleine maîtresse, les reines mères de tout notre quartier, c'est elle qui les commande. Donc, quand le monsieur venait là-bas, il ne pouvait rien me faire parce qu'elle était déjà d'abord là. Mais de telle sorte qu'elle nous protège en fait. Elle nous protège de telle sorte que quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur pour venir nous faire du mal dans son camp. C'est elle qui les gouverne. Donc, du genre qu'avant que quelqu'un fait quelque chose de mauvais dans son camp, il doit avoir son autorisation. C'est donc comme ça, le monsieur me dit que c'est pas elle que le monsieur devait m'avoir. Donc, la femme devait lui poser une condition que le monsieur devait accomplir. Il devait remplir cette condition et elle devait me livrer à lui comme une marchandise. Donc, c'est comme ça, DMG. J'étais scandalisée, je te le dis passé, je n'arrivais pas à croire. Et là, m'ont voulu
coulé, mais je me suis retenue. J'ai gardé la tête haute. J'ai dit que non, Seigneur, c'est toi qui as permis que je découvre tout ça à temps. On a fini de faire les derniers trucs que ça à faire. Directement, j'ai repris la route. Je suis rentrée, il m'a mis 7 remèdes, m'a demandé 3 jours de ne pas me laver. Et c'est la même période là que ma grand-mère était morte. Donc, le lendemain, ça devait être la veille. Donc, on m'a demandé d'éviter l'eau et tout. Et il m'a demandé de dire la vérité au monsieur. C'est donc comme ça que le lendemain, le monsieur est venu comme... Je l'avais fait part comme si ma grand-mère était morte. Et tout. Il m'a donc, il devait venir me remettre de l'argent. Le monsieur m'a demandé de prendre son argent. Son argent ne va rien me faire. Et je lui dis la vérité. Et je l'évite même en fait. Je l'évite si je veux. Mais du moment que je vais lui dire la vérité, il ne pourra plus rien me faire parce que je connais son secret et je suis blindée. Donc c'est comme ça que j'ai dit au monsieur. Je lui ai dit que pourquoi tu es méchant. Les trucs comme ça, je lui ai parlé. Je t'assure, le monsieur n'a même pas bronché. Il est resté tranquille. Il me regardait, il n'a même pas parlé. Il est venu comme d'habitude dans ses heures. Donc il est venu, non, le lendemain matin même d'abord, il est venu. Donc c'est donc là que je l'ai parlé. Le monsieur est resté là. Il n'a même pas bougé. Il a fait 1 heure de temps sur place. Il me regardait. Il a croisé ses bras. Le monsieur me regardait. J'ai pris un petit verre. Je suis descendue. Je guettais le monsieur. Le monsieur était là. Il était dépassé. Il ne parvenait pas à savoir comment j'ai fait pour découvrir ce qu'il devait me faire. Tout ça. TMG. Tout ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que j'ai pu m'en sortir. Et avant ça, d'abord, DMG. Je tiens à préciser que quand j'étais allée chez la maman de mon ami, là, c'est la voyance, c'est tout. Après le traitement que j'ai eu à faire avant que je voyage pour aller à Répi. J'étais allongée là, quand on m'a donné le remède du poisson, j'ai eu à prendre tout ça. J'étais allongée, j'avais ressenti que des petites douleurs au ventre là. J'étais couchée là sur la natte au salon, le monsieur est venu. Vers 22 heures, chose qu'il ne faisait jamais, il ne m'a même pas appelé. Il est seulement venu, toc, il est entré. Il avait un sac à dos. Il était là parce qu'il avait tous les habillements bizarres. Il s'habillait tout en noir, soit en rouge. Donc de la tête aux pieds en fait. C'est comme ça que DMG, le gars est venu là. Il s'est assis en noir. Avec un sac à dos noir. Donc quand il s'habille en noir, c'est que tout est noir sur lui. Donc c'est comme ça qu'il est venu, s'est assis là. Il me dit que il est en train de voyager. Son téléphone ne fait que sonner. Ça ne fait que sonner. Le gars ne décroche pas. À un moment donné, je lui dis, mais décroche le téléphone. Il me dit que non. Il sait à la nouvelle, comme on a annoncé, qu'il sait que quelqu'un est mort. Comment tu sais, toi, tu n'as pas encore décroché? Il dit que non, il connaît qu'on l'appelle beaucoup comme ça pour l'annoncer le deuil. Il lui prend seulement directement la route pour aller à l'ouest TMG. C'est comme ça que le monsieur, le jour-là, il m'a remis 5000 francs, il s'est levé. Il est parti. Je riais seulement ce jour, je riais. Le lendemain, donc, comme je devais faire mon traitement chez la maman, j'explique à la maman me dit oui. C'est toi, c'est ta place qu'il a donnée. C'est ta place qu'il a donnée à Satan. Donc, il a vendu Satan à ta place. Parce qu'il a vu que tu étais un peu compliqué. Donc, sois seulement prête quand il va revenir parce que il va chercher encore à t'attaquer. C'est donc comme ça que j'avais décidé de prendre la route pour aller à Créby, tout ça. TMG. Le monsieur là, jusqu'aujourd'hui quand il me voit, il m'évite. Depuis ce jour-là, même pour que je lui vois, je compte le nombre de fois que j'ai eu à le revoir. Je compte le nombre de fois. Parfois, il y a un carrefour là, ici, il y a un des carrefours, mec. Parfois, je passe là sur la moto. Je lui vois en plein soleil, en train de faire comme le fou là au carrefour, mec. En même temps, il remplit ses conditions. DMG. Et j'ai encore oublié un point. Quand j'étais là-bas à Kribi, le papa là m'a fait comprendre que ce monsieur, il était marié. Donc, il est parti
épousé une fille de Jésus, la fille est tombée enceinte et il a chassé la femme parce que dans ces trucs-là, dans ces mauvaises choses-là, il a vendu tous ses enfants là-bas, donc il sait qu'il ne peut pas avoir d'enfants. C'est comme ça que DMG, il a chassé la mère de son enfant, la mère de son fils là, parce que en disant qu'elle est partie cricher dehors parce que il sait qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Mais le monsieur m'a dit que c'est son enfant, que Dieu reste Dieu et demeure Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas deux dieux. Que c'est son enfant, c'est à la longue qu'il va se rendre compte que c'est son enfant parce que l'enfant va lui ressembler textuellement avec tout dont l'enfant va lui ressembler. C'est là qu'il va se rendre compte et vouloir se repentir même des mauvaises choses, mais il va se faire trop tard parce que il a déjà eu à verser le sang et tout. Il serait à un stade que il ne peut plus sortir de où il est entré. Mais comme rien ne dépasse Dieu, on remet tout entre les mains de Dieu, DMG. Voilà la petite histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour sensibiliser les femmes, les jeunes filles, pardon. Travaillons, cherchons le travail, on fait. Parfois dans la vie, on cherche, on se dit qu'on n'a pas le choix, mais qu'on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Évitez de prendre l'argent de quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous ne connaissez pas. Évitez. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Bon, là, c'était ma petite histoire. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00 pour 10 histoires mystiques encore. Surtout ceux qui n'ont pas encore liké, allez liker la vidéo, laissez un commentaire. Même hors du live chat là, allez laisser un commentaire là-bas aussi. Merci, c'est important. Voilà.